Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines professionnels de la petite enfance. C'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler d'éducation, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Chantal Weiser, ancien professeur spécialiste dans les troubles de l'apprentissage, facilitatrice Davis pour la dyslexie et l'autisme et coach scolaire pour son livre « Pour ne plus ramer à l'école » aux éditions des Clés de Brouwer. Côté cinéma, je recevrai Gilles Demestre pour son film Événement. Demain est à nous sorti le 25 septembre. Mais d'abord, je reçois Louise Achilly et Axel Fagnot pour nous parler du prochain goûter-concert de la pochette musicale Poulenc et les Financiers qui aura lieu le 5 octobre à 16h au Musée National Jean-Jacques Henner. Bonjour Louise Achilly. Bonjour. Alors vous êtes pianiste et artiste pluriel. Le samedi 5 octobre à 16h aura lieu le goûter-concert Poulenc et les Financiers, un concert en partenariat avec le musée Jean-Jacques Henner, un concert dans lequel vous partagerez la scène avec Axel Fagnot. Alors quel est le répertoire que vont pouvoir découvrir les jeunes spectateurs? Alors les jeunes spectateurs vont pouvoir découvrir à cette occasion trois compositeurs. Oui. Qui sont André Caplet, Maurice Ravel et Francis Poulenc. Oui. Et moi j'ai l'impression que ce sera un petit peu comme une sortie à la fête foraine. Oui. Pour ces jeunes, oui, car on est dans un univers de fable, de contes et de sorties parisiennes à Montmartre, voilà, avec beaucoup d'humour, de l'ironie, voilà, autour de poèmes de Max Jacob, de Maurice Carême. Alors Louise Achilly, parlez-moi de vous. Vous enseignez le piano au conservatoire du 15e arrondissement de Paris. Exactement, voilà. J'enseigne le piano là depuis 3 ans au conservatoire du 15e. Ouais. C'est très intéressant, voilà, je suis en cursus TA en pédagogie là, au CNSM. Ouais. Et j'adore concocter des programmes voilà, pour les jeunes et notamment pour les goûts de concert de la pochette musicale. C'est la 2e fois que je viens. Ouais. Et c'est toujours très sympa, voilà, cette formule de concert goûté. Ouais. Et là, je suis ravie de partager la scène avec Axel, qui n'est pas encore venu à la pochette. Alors, à quel moment le piano est entré dans votre vie? Très tôt, 4 ans et demi, on m'a mise au piano. Voilà, j'ai même pas de souvenir de vie sans piano, pour te dire. Hein. C'était le chant avant, et puis à partir de 4 ans et demi, le piano. Donc ça n'a jamais quitté ma vie, et j'en suis ravie. Quel conseil vous donneriez aux jeunes, aux très jeunes, même aux enfants qui ont envie de faire du piano? Travailler régulièrement, car c'est la clé. Voilà, donc... Beaucoup de travail, c'est ça, il faut du travail. Ah il faut être motivé, il faut aimer ça et puis il faut travailler tous les jours, sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Allez, pour terminer, quelques mots sur votre duo avec Axel Fagnot, avec qui vous collaborez régulièrement. Comment est né ce duo? C'est une bonne équipe qu'on a formée en 2015. C'est un peu un coup de cœur. On s'est rencontrés autour des histoires naturelles de Maurice Ravel, qu'on redonne toujours, c'est un petit peu le fil conducteur de notre duo. On s'est rencontrés avec Ravel, avec ces mélodies françaises, tout cet univers. On a joué au Festival Nohant, on a joué dans une bergerie, voilà, on a fait des concerts pour le jeune public, des masterclass ensemble. On se connaît bien, on est très complices. Ouais. Et je pense que là, au musée Jean-Jacques Henner, ce sera encore une nouvelle aventure pour le duo. Très bien, c'est un bon enchaînement puisque j'accueille à présent Axel Fagnot. Merci Louise Achilly. Merci beaucoup Monsieur Couder. Bonjour Axel Fagnot. Oui, bonjour. Alors vous êtes soprano et étoile montante de la scène française. Vous partagerez la scène avec Louise Achilly le samedi 5 octobre à 16h lors du goûter-concert Poulenc et les Financiers. Alors comment se prépare-t-on à une rencontre avec le jeune public ? Comme avec une rencontre avec un public, tout autre public, c'est-à-dire qu'on se prépare bien, donc on travaille son texte, on travaille avec son partenaire et on essaie surtout d'être le plus intelligible possible, encore plus, parce que pour un jeune public, je pense que c'est important, encore plus, et de rester le plus ouvert possible et de pouvoir communiquer encore plus avec le public. Je pense que c'est ça qui change. Qu'est-ce que c'est qu'une voix soprano ? Alors une voix soprano, c'est la voix de femme la plus aiguë. C'est-à-dire que
dans chaque voix, il y a voix d'homme, voix de femme, et il y a voix aiguë, voix grave. Et chez les femmes, la voix aiguë, ça s'appelle voix de soprano. Axel Fanillot, est-ce que vous êtes gourmande ? Ah oui, je suis très gourmande. Si je vous demande ça, bien sûr, c'est que j'ai bien noté que lors des goûters concerts à la pochette musicale, les spectateurs pourront déguster les pâtisseries d'Amande Prit. Je vous remercie, Axel Fanillot. Merci beaucoup. Merci à vous. Les goûters concerts de la pochette musicale Poulengue et les financiers avec Axel Fanillot et Louise Aquili et les pâtisseries d'Amande Prit le samedi 5 octobre à 16h au musée national Jean-Jacques Henner à Paris 17e. Un rendez-vous familial à ne surtout pas manquer. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes ? C'est le film événement de cette rentrée, sorti au cinéma le 25 septembre. C'est un véritable coup de cœur. Demain est à nous, un film de Gilles Demestre qui trace le portrait d'enfants qui œuvrent à travers leurs actions à changer le monde. Gilles Demestre est mon invité. Bonjour Gilles Demestre. Bonjour. Votre actualité, c'est Demain est à nous, un film sorti le 25 septembre au cinéma. Comment est née cette idée de mettre à l'honneur des enfants qui ont pour ambition de changer le monde ? D'abord parce que ils existent et c'est assez récent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Un peu partout dans le monde, il y a des milliers d'enfants qui ont décidé de ne plus se résigner et de porter leur combat aussi bien pour se sortir eux-mêmes de leur misère ou de leurs difficultés que pour aider les autres et créer une grande solidarité à travers la planète de tous ces enfants qui veulent sauver le monde. Donc c'est quelque chose de nouveau que j'avais envie de raconter parce que j'avais pas vu de film dessus. Alors, quel est le message justement que vous avez souhaité véhiculer à travers ce film ? Le message, il est absolument incroyable et pour nous adultes, c'est bouleversant. C'est de dire que ces enfants, ils n'ont pas peur. Ils ont compris que s'ils ne se bougeaient pas eux, effectivement la Terre allait dans le mur. Et donc, sans stigmatiser les adultes, sans dire les adultes qu'est-ce que vous avez fait de notre monde, ils ont dit non, nous on sera là encore en 2100, donc on va commencer à construire des choses. Et les choses, elles sont assez simples. Ils disent on va pas régler le problème de la misère, on va pas régler le problème du climat, c'est pas quelqu'un tout seul qui va régler ça de manière générale, mais c'est chaque petit geste, chaque action de chacun qui va faire que tout ça va bouger. Vous avez des enfants dans le film qui, en bas de chez eux, aident des sans-abri, comme Arthur en France, qui peint des toiles et avec l'argent va nourrir les quelques SDF de Cambrai. Vous avez José Adolfo, à Arequipa, au Pérou, qui a créé une petite banque, une éco-banque, pour aider les enfants pauvres de chez lui à pouvoir aller à l'école. Enfin voilà, vous avez la petite indienne qui va défendre les enfants des rues, qui est elle-même une enfant des rues et qui a décidé de défendre ses enfants. Voilà, dans chaque endroit de la planète, il y a des enfants qui décident de faire des petites actions qui vont, pour eux, selon eux, faire bouger les choses. Comment vous avez découvert ces enfants ? Alors c'est une grosse enquête, on a travaillé pour les trouver parce qu'il y en a beaucoup et donc il faut aussi trouver les bons, ceux qui portent des vrais messages évidemment, en sachant que la caractéristique en fait générale du film c'est quand même que ce qui est important c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la connaissance et que c'est comme ça aussi que les enfants peuvent s'en sortir parce qu'il y a des millions et des millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation et donc la plupart de ces enfants se battent pour ça évidemment. Et puis l'autre message aussi et ce qu'on cherchait c'était des enfants qui étaient dans des vrais combats actifs. C'est pas des lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg, c'est vraiment des enfants qui agissent et qui agissent même si on les aide pas, ils foncent, même si on leur met des obstacles, ils foncent. Donc c'est des enfants qui sont très engagés. Peut-être que ça vous ne le savez pas encore, mais nous les enfants, nous allons sauver le monde. Bonjour à tous, j'ai créé une banque pour les enfants et les jeunes. Là, vous voyez, les élèves donnent leurs déchets à recycler. Les filles les pèsent et elles leur disent combien ça vaut. Je pars des toiles, je les vends et avec l'argent, je achète de la nourriture, des duvets et je les donne aux sans-abri. On écrit des articles sur les histoires des enfants qui travaillent. On a le droit d'exprimer notre opinion à partir du moment où on est concerné. On va essayer de les sensibiliser sur le mariage précoce. Pourquoi nous, les filles, nous subissons ceci ? Pourquoi ? Les enfants peuvent tout changer. Si on leur apprend quand ils sont petits ce qui est bien et ce qui est mal, quand ils seront grands, ils pourront changer les choses. Nous voulons un avenir meilleur pour nous tous. Je lutte aussi pour les autres enfants. On peut porter la douleur de tout le monde et la transformer en joie. Tous ensemble, j'espère qu'on deviendra invincible. Yes, nous pouvons. Les enfants sont l'avenir. C'est là que j'ai eu l'idée. C'était une idée folle, mais elle s'est réalisée.
Pourquoi on les voit pas plus dans les médias, justement? Bon, on les montre, je pense, mais pas tellement parce que c'est assez récent. Donc pour nous adultes, c'est très surprenant. Et puis bon, on a toujours une méfiance en se disant, mais là, est-ce que c'est pas téléguidé par des adultes et tout. Bon, moi j'ai bien vérifié effectivement que ces enfants étaient vraiment les porteurs de leur projet. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la plupart de ces enfants c'est eux qui entraînent les adultes avec eux. Ils les poussent, ils ont tellement d'énergie. Donc je pense que le film va aider. Les gens sont très surpris quand ils voient le film, ils s'attendent pas du tout à voir ça. Ils pleurent, ils sont bouleversés. Il y a un monsieur même qui m'a dit, dans ma vie, c'est mes premières larmes d'espoir. Et je trouvais que c'était super beau parce que c'est ça le film en fait, c'est des larmes d'espoir. On est tellement incroyablement joyeux de voir ces enfants merveilleux. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouveauté. Donc, mais je pense que le film fera forcément bouger un peu ceux qui vont le voir, vont découvrir ça et que d'autres enfants vont pouvoir s'exprimer. Les enfants eux-mêmes, en allant voir le film, vont plus se sentir seuls et vont se dire c'est très bien, je peux ne pas avoir peur de parler, je peux ne pas avoir peur d'exprimer mes opinions et c'est un échange aussi les adultes, les enfants, c'est une communication qui doit se créer. Est-ce que les enfants ont accepté facilement ce projet de film? Oui, la plupart des enfants, évidemment, ont envie de communiquer sur ce qu'ils font. Effectivement, comme on le disait avant, et on les met pas tellement en avant, donc tout d'un coup, qu'il y ait quelqu'un qui veuille leur passer la parole, moi je trouvais ça important, évidemment ils sont contents, donc oui, bien sûr, ils accueillent une caméra avec beaucoup de joie. Alors lors du tournage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris dans le trait de caractère des enfants? Moi, c'est le cœur, parce qu'ils font tous ça avec beaucoup de cœur, sans aucune idéologie. C'est des enfants qui ne jouent pas la comédie, ils composent pas, ils sont pas dans la langue de bois, ils ont rien à vendre, ils ont juste leur enthousiasme et leur générosité. Donc c'est ça qu'on peut, ils ont tous envie d'aider les autres, quoi. C'est les autres d'abord. Et ça, c'est incroyable parce que c'est quand même pas du tout quelque chose qui est commun. On a plutôt l'impression d'être dans une société où c'est l'égoïsme, où c'est chacun pour soi. Et eux, ils ont compris que le problème c'était pas l'argent. Évidemment, on en a besoin, mais c'était pas le problème l'argent, le pouvoir, tout ça. Non, c'était le don qui donnait de la joie dans la vie et du bonheur. Donc ils sont tous très joyeux d'ailleurs, c'est incroyable, c'est des leçons. Et il y a quand même des enfants qui risquent leur vie, comme Aïssatou. Elle se bat pour la cause des femmes mariées trop tôt, enfin les jeunes filles mariées trop tôt. Elle risque sa vie, on est d'accord? Bonjour chers amis, chères sœurs, je suis la présidente du groupe thématique mariage précoce du club des jeunes filles leaders de Guinée. Aujourd'hui en Guinée, il y a 64% des jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans. 20 à 22% des jeunes filles mariées avant l'âge de 15 ans. C'est vraiment pas possible, c'est pitoyable. Pourquoi nous ne sommes pas comme les garçons? Pourquoi les garçons, eux, on les oblige pas à marier une fille à bas âge? Demandons-nous pourquoi. La réussite pour nous les filles, c'est quoi? C'est de continuer les études afin d'être bien instruite pour pouvoir travailler, avoir une belle carrière. Une fille qui a 14 ans, qui a 12 ans, qui a 17 ans, qu'est-ce qu'elle va donner à son mari? Rien que de la souffrance. Mais je vais vous donner un conseil. Acceptez d'étudier et n'acceptez jamais qu'on vous donne un mariage avant vos 18 ans. Un autre trait de caractère effectivement entre tous ces enfants, c'est qu'ils sont tous très courageux. Ils font des choses qui sont souvent dangereuses, souvent compliquées. Aïssatou, elle arrête des mariages de petites filles. C'est évidemment contre la tradition et des gens peuvent... Elle le dit d'ailleurs, qu'ils se font frapper souvent et des choses comme ça. Ina, qui en Inde est une enfant des rues qui a créé un journal pour défendre les enfants des rues et les enfants esclaves. Souvent, elle se fait agresser par les gens dans la rue, donc c'est très dangereux. On n'a pas l'habitude d'entendre parler d'une petite fille en Inde. Elle se bat pour la cause des femmes aussi. Je veux dire, les Boliviens, ils sont dans les mines, ils se battent pour changer leur vie. Le petit Arthur, quand il va dans la rue au contact des sans-abri, c'est pas forcément facile. C'est des gens qui sont très blessés intérieurement et qui peuvent avoir des réactions, même si quand ils voient cet enfant, c'est comme un ange, ils sont bouleversés aussi et ils retrouvent un peu de dignité. Bon voilà, donc évidemment, c'est pas forcément facile, oui, c'est sûr. Pensez-vous que les enfants sont finalement la clé pour faire bouger les choses à travers le monde? Je pense que c'est la clé dans la mesure où eux, en plus, comme ils le font enfants, ils vont garder, puisqu'ils ont démarré des combats, ils vont garder cette âme d'enfant. Donc ils vont garder cette authenticité, cette sincérité. Je pense que on peut pas corrompre un enfant. Voilà. S'il veut pas faire un truc, il le fait pas. Et s'il le fait à fond. Et ça, c'est ce qu'on voit. Ils sont pas corruptibles. À partir de quel âge on peut venir voir votre film? Je pense qu'à partir de 5-6 ans, il n'y a pas de problème. Le film, moi, je l'ai vraiment fait pour mes enfants. Moi, j'ai 6 enfants. Donc, je suis papa. Mon plus petit a 3 ans. Il a vu le film hier. J'ai un de 5 ans. J'ai une petite fille de 7 ans et une petite fille de 9 ans. Bon, 7 et 9 ans, elles ont vraiment
adorer. C'est complètement dans l'âge. Les parents, ils adorent voir ça. Les grands-parents adorent voir ça avec leurs enfants parce qu'après, ils peuvent échanger. C'est fantastique parce que là, il y a vraiment un truc. Les enfants parlent le soir. Enfin, c'est un truc qui bouleverse tout le monde. Bon, en dessous de 5 ans, c'est plus difficile. Le petit de 3 ans, par moment, mais j'ai vraiment construit le film. D'abord, il sera en version française. Donc, il est complètement en français, il n'y a pas de sous-titres, il est complètement doublé. Et donc, les enfants peuvent vraiment, le truc est très fluide. Et tous les concepts dedans sont simples, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Mon petit de 5 ans, on a parlé des mariages des enfants hier soir, parce qu'il a découvert aussi le film. Il a dit c'est quoi les mariages forcés, on en a parlé. Et tout d'un coup, il s'est éveillé. C'est un film d'éveil. Pour les auditeurs qui souhaiteraient aider financièrement les projets solidaires et humanitaires de ces enfants, comment doivent-ils procéder? Alors il y a un crowdfunding, un financement participatif sur KissKissBankBank. Donc il suffit d'aller sur KissKissBankBank, il y a Demain est à nous, et vous pouvez aider les projets de tous les enfants du film. Et on a besoin de votre aide, ça c'est sûr. Merci Gilles Demestre, merci beaucoup. Merci. Demain est à nous de Gilles Demestre, un film que je vous conseille vraiment. Allez en famille au cinéma, allez voir ce film, c'est aussi encourager ces enfants extraordinaires qui changent le monde. À présent, dans Que faire des mômes, un autre invité de marque, puisque je reçois à présent Chantal Weiser pour son excellent livre « Pour ne plus ramer à l'école » aux éditions Des Clés de Brouwer. Bonjour Chantal Weiser. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes ancien professeur spécialisé dans les troubles de l'apprentissage, facilitatrice d'avis pour la dyslexie et l'autisme et coach scolaire. Vous publiez aux éditions Des Clés de Brouwer pour ne plus ramer à l'école. Alors pour commencer, à qui s'adresse ce livre? Alors ce livre s'adresse aux penseurs en film, oui. C'est-à-dire les personnes qui, plutôt que quand elles imaginent quelque chose, elles associent des images fixes et des mots, ces personnes-là pensent carrément comme si elles étaient dans un film et elles sont présentes dans le film. Alors, quel genre de penseurs en film? Mais je vais dire des parents qui doivent aider leurs enfants, oui. Des ados à partir de 13 ans qui peuvent lire le livre directement, des adultes qui sont en formation et qui rament, oui. Pourvu qu'ils soient penseurs en film. Quelques mots sur le programme Davis qu'on retrouve dans votre livre. En quoi consiste ce programme? Alors, je suis très heureuse de pouvoir parler du programme Davis parce que ce n'est pas assez connu alors que c'est une méthode absolument géniale. Mais je voudrais quand même qu'on prenne garde à ne pas confondre mon livre et la méthode du système 1, 2, 3 avec la méthode Davis qui sont deux choses complètement différentes, bien que l'un s'inspirant un peu de l'autre. Ouais. Donc le programme Davis dure 30 heures. Et en 30 heures, on apprend à la personne dyslexique, quel que soit son âge, à partir de 7 ans environ jusqu'à 60 ans, à maîtriser ses désorientations. Une désorientation, c'est une modification de perception qui se fait avec l'œil de l'imagination. Davis explique ça dans son livre Le don de dyslexie. Donc en 30 heures, on refait en pâte à modeler, donc en 3 dimensions, l'alphabet, petites lettres, grandes lettres, et on refait les chiffres, les signes mathématiques. On refait tout ça en 3 dimensions, puisque Davis, qui pour moi est le pédagogue du XXe siècle totalement inconnu, il est le seul à vouloir remettre le code, à savoir les chiffres et les lettres, en 3 dimensions depuis une manipulation, ce qui est absolument génial avec un apprenant, quel que soit son âge. Vous parliez de la méthode, le système 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors ça c'est plutôt l'approche que moi j'ai développée depuis ma pratique avec des enfants ou des ados en difficulté qui venaient chez moi, et je me suis rendu compte qu'au fond, pour améliorer leur fonctionnement, il était utile de formater le fonctionnement d'un penseur en film. Alors vous pensez bien qu'au départ, ça part de moi. C'est parce que moi, je fonctionne comme ça, ouais. Et que quand je faisais des formations en gestion mentale ou autre, je voyais que je fonctionnais différemment des autres. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a que moi qui fonctionne comme ça? Et je me suis rendu compte en 10, 12 ans de pratique que les gens qui pensent en film fonctionnent comme cela. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des études de dentisterie, de médecine, qui sont des penseurs en film et qui ont fonctionné comme ça et qui n'ont jamais eu de problème à l'école. Donc souvent, quand je fais une conférence devant un grand auditoire, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Mais madame, vous ne m'avez rien appris, moi j'ai toujours étudié comme ça. » Ben oui, c'est la façon naturelle d'apprendre pour un penseur en film. Alors les 3 étapes, c'est 1, faire le film.
Oui. Donc ne pas se contenter de lire un texte et d'entendre le son des mots, ce qui suffit aux penseurs en mots ou presque. Mais il faut vraiment faire un film qui bouge de ce qu'on lit, que ce soit la poule pond de gros œufs bruns, on doit avoir une poule qui pond de gros œufs bruns. Oui. Bon, donc ça, c'est faire le film. Et ensuite, il faut verbaliser pour ralentir la pensée en film. Donc il faut absolument qu'il y ait une mise en mots de ce qui a été mis en film. Il faut aussi, j'ai oublié de le dire, au niveau de la première partie, il faut qu'il y ait un mouvement, donc il faut qu'il y ait écriture pour fixer. Donc quand on étudie et qu'on est un penseur en film, il faut absolument écrire les définitions, faire des plans, faire des résumés, et ensuite les répéter. Donc le 2, c'est la verbalisation, et le 3, ça c'est l'étape ultime. C'est une visualisation dans la tête, à hauteur des yeux ou plus haut, ça suivant les personnes, c'est différent. Et cette visualisation, une fois qu'on en prend conscience, elle ouvre énormément de possibilités de réussite à l'école, ne fût-ce que pour l'orthographe, parce que les enfants qui sont en face de moi et qui ont une très mauvaise orthographe, on peut vraiment, franchement, améliorer leur orthographe en leur faisant découvrir qu'ils doivent penser aux mots. Je vais vous donner un exemple concret pour l'orthographe. Oui. Pour avoir une meilleure orthographe, on va dire l'orthographe usuelle des mots, l'usage, orthographe d'usage. Oui. Il faut visualiser en 3D ce que le mot veut dire. Donc par exemple, amphithéâtre. Oui. Il faut qu'on puisse en voir un. Et à quoi ça sert? Si on n'en voit pas un, ça sert à rien d'étudier l'orthographe du mot. Donc il faut d'abord se renseigner sur ce que ça veut dire. Ensuite, il faut l'épeler, l'écrire, une fois, 2 fois, 3 fois, parfois une fois suffit. Et une fois qu'on l'a écrit, on vérifie qu'on peut l'afficher sur son écran mental. Oui. Et c'est depuis son écran mental, quand on est en dictée, qu'on écrit le mot. Or, à l'inverse, les enfants qui sont en face de moi, ils cherchent en utilisant des méthodes phonétiques, Oui. phonologiques, telles qu'on leur apprend dans les remédiations, que les professeurs insistent sur la phonologie. Alors, la phonologie est super importante, mais pour les penseurs en mots. Moi, ma théorie, qui n'est vérifiée par aucune expérience scientifique, c'est que les dyslexiques, ce n'est pas l'approche phonologique qui est importante pour eux, mais l'approche kinesthésique, donc le mouvement, et visuel. Ouais. Et donc, quand ils ont compris ça, ils améliorent leur orthographe en 10 minutes. Ouais. J'ai pas dit qu'ils ne faisaient plus de fautes, hein, parce Bien qu'il y a sûr. d'autres... Bon, là, dans le livre, j'explique qu'il faut encore mettre en place d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce que la dyslexie? Alors, ça, Ouais. ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, si on se place du point de vue, on va dire, médical, en gros, le point de vue médical, c'est que c'est un dysfonctionnement, donc un problème au niveau du fonctionnement du cerveau, qui fait qu'on a une discrimination phonologique déficiente, qui va conduire à des troubles de la lecture, écriture et du calcul. Et on est dyslexique officiellement, selon cette voie, si l'on rate des tests standardisés suivant l'âge en lecture, écriture, calcul. Donc le nombre de fautes, par exemple, d'orthographe, va vous classer dans la catégorie dyslexique ou non. Alors, dans l'approche des vices, évidemment, dans laquelle je baigne avec bonheur, d'abord, la dyslexie n'est pas un handicap, comme dans l'approche médicale, mais la dyslexie est un don. Et ce don, c'est celui d'avoir une imagination débordante en 3 dimensions, mais appliquée à un contenu en 2 dimensions, les problèmes surviennent. Donc, ce que moi je vois, c'est que la dyslexie est un avatar de la pédagogie. Oui. En gros, parce qu'il y a des cas de dyslexie tellement profonds qu'on ne pourrait pas parler comme ça, mais dans 70% des cas, on peut parler comme ça. Si l'enfant avait reçu dès les maternelles un contenu concret et malléable comme de la pâte à modeler pour faire les lettres, et à ce moment-là, il aurait pu fixer les lettres d'une façon tactile, il n'aurait pas eu les angoisses, parce que la plupart des troubles dyslexiques, donc des déficiences, sont provoquées par du stress, de l'anxiété et des angoisses. Et dans un programme d'EVIS, c'est une grosse partie du travail, c'est de désamorcer ces stress qui ont pris leur source parfois en maternelle. Vous dites, et c'est très intéressant, que si un dyslexique a besoin de plus de temps pour apprendre à lire, c'est parce qu'on ne lui a pas appris à lire de la bonne façon et pas parce qu'il est handicapé. Et bien au contraire, hein, c'est ce que vous dites dans le livre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est la rééducation façon Davis.
qui est expliqué dans le livre Le don de dyslexie. Alors là, je dois faire une petite remarque quand même très précise, c'est que les méthodes qui sont complètement expliquées dans le don de dyslexie de Davis sont soumises à des copyrights. Ce qui veut dire qu'un parent, un enseignant peut utiliser ce livre et faire les choses qui sont décrites dans le livre avec son enfant ou un élève, mais par contre, une orthophoniste ou quelqu'un qui travaille en étant payé, donc à des fins commerciales, ne peut pas dire, voilà, je fais la méthode Davis. À ce moment-là, si c'est à des fins commerciales, dans un cadre payant, oui. Il faut avoir fait les formations Davis qui se déroulent en français à Paris. Voilà. Mais donc, effectivement, la méthode de lecture est tout à fait différente de celle qui est prônée dans toutes les écoles, que ce soit en France ou en Belgique. On fait de l'éplé-lire, donc lettre par lettre, puis le mot. Oui. Puis on balaye le mot. Donc, tout ça est expliqué. Et à ce moment-là, vous savez, en 2 jours, quand j'ai un enfant en face de moi, après 2 jours, il a fait 10 heures de travail, 10 heures des 30 heures de programme Davis, sa lecture s'est déjà grandement améliorée. Donc, bon, il n'y a pas photo, hein, c'est pas de la magie, hein, son cerveau n'a pas pu changer en 10 heures de travail, c'est bien que c'est la pédagogie qui était inadaptée, voilà. Bien sûr. Alors j'ai appris également en vous lisant que de nombreux enfants pensent au suicide car ils n'arrivent pas à lire ou à calculer. Je ne savais pas ça. Oui, bien sûr. J'imaginais pas ça. Ah non, mais ça c'est... Je ne vais pas dire que j'ai des enfants qui pensent au suicide tous les mois, non, ça je ne peux pas dire. Bien sûr. Mais certainement un parent. Donc les enseignants et même les parents ne mesurent pas la souffrance intime qu'un enfant de maternelle ou de début de primaire vit parce qu'il n'arrive pas à écrire, à lire comme les autres copains de sa classe. C'est vraiment une souffrance qui se marque profondément. Et parfois, dans le cadre d'un programme Davis, on arrive à faire émerger et pas effacer, mais déplacer cette souffrance chez des gens qui ont 30 ans, 40 ans. Hein. Ouais. C'est toujours là, hein, cuisant, parce que c'est le premier contact social prégnant et vous n'êtes pas performant. Ouais. Et vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas performant, donc bien entendu, l'enfant pense qu'il est idiot, qu'il est bête, qu'il ne vaut pas la peine. Voilà. Alors vous parlez également dedans, et on entend beaucoup parler de cette méthode, c'est la méthode Montessori, Maria Montessori. Donc dans cette méthode, Maria Montessori fait écrire avant d'apprendre à lire. Qu'en pensez-vous ? Les deux doivent être couplés. Donc moi je prône plutôt d'abord la fabrication en pâte à modeler. Donc Maria Montessori, elle proposait plutôt les lettres rugueuses, mais elles viennent très tôt, ces lettres rugueuses. Hein. Ce sont des enfants de maternelle qui font ça, hein. Tandis que dans l'enseignement traditionnel, on fourgue, je vais dire, l'alphabet à des enfants de primaire et ils n'ont pas eu d'approche tactile. Donc bon, l'écriture, c'est une approche, c'est un mouvement, c'est tactile, donc... oui, c'est une excellente idée. Maintenant, est-ce que ça doit venir juste avant ou en même temps ? Moi, je dirais plutôt en même temps que l'on fait découvrir les lettres en pâte à modeler, on les fait écrire. Voilà, ça c'est un petit peu mon point de vue. Il y a quelques jours a eu lieu la rentrée des classes. D'après vous, faut-il changer l'école ? Il faut quand même se dire aussi que ce dont je parle, ça ne concerne pas tous les élèves. Oui. Il y a, je ne sais pas combien de pourcents exactement, mais il y a certainement 60-70% des élèves qui n'ont pas besoin de ces méthodes tactiles. Donc, il faut changer le regard des enseignants sur ces élèves. Mais je ne dirais pas qu'il faut changer l'école. Il faut aussi changer dans la tête de l'élève son regard sur ses difficultés et qu'il comprenne pourquoi il est en difficulté. C'est parce que la pédagogie, qui évidemment dans un système démocratique est fait pour le plus grand nombre, ne tient pas compte de sa différence. Donc tant qu'on ne tiendra pas compte de sa différence et que cette approche ne sera pas connue, c'est lui-même qui doit s'adapter en faisant dans sa tête ce qu'on ne lui propose pas. Vraiment, un conseil que je pourrais donner aux parents qui ont un élève en difficulté, essayez d'abord simplement de lui dire bien dans le calme, fais le film complet de chaque phrase. Et là, vous serez étonné. Alors, que pensez-vous de l'utilisation de l'ordinateur ? Peut-il, selon vous, troubler l'apprentissage de l'écriture ? Alors, l'utilisation de l'ordinateur pour aider un enfant en difficulté a des aspects positifs et négatifs. L'aspect positif, c'est qu'un enfant complètement démoralisé, découragé, grâce à cela, parce qu'il joue un petit peu et qu'il va arriver à faire des choses et à être aidé, il va retrouver une motivation. S'il s'agissait justement d'un enfant du style déprimé ou même avec des idées suicidaires,
Mais jamais l'ordinateur, la clavigraphie ne remplace l'écriture, qui est vraiment un mouvement cérébral kinesthésique qui doit avoir lieu au moment de l'apprentissage de l'écriture. Donc voilà, dans la méthode Davis, nous on n'a pas de problème avec ça, parce que on enlève les désorientations sur l'écriture. Quelqu'un qui ne fait pas la méthode Davis va me dire oui, mais mon enfant a mal, il déteste écrire, écrire pour lui est une souffrance. Si écrire pour lui est une souffrance, c'est qu'il a des désorientations sur l'écriture qui doivent être enlevées. Une fois qu'il a enlevé ces désorientations sur l'écriture, ce qui va relativement vite, à moins qu'il ait vraiment été traumatisé profondément par un enseignant qui lui a dit « tu as une écriture de cochon » alors qu'il avait 6 ans et demi, et qu'à cet âge-là, ils sont d'une sensibilité mais extrême, eh bien, donc s'il n'y a pas ce cas-là, il y a moyen d'enlever les désorientations à l'écriture, et à ce moment-là, ils comprendront qu'écrire les aide grandement, même pour comprendre. Et ça a été prouvé par des travaux qui ont été faits aux États-Unis, que je cite dans mon livre. Il y a une chose dont je voudrais qu'on parle, c'est comment apprendre une langue étrangère. Parce que vous avez une technique. Oui, c'est-à-dire que c'est simplement l'application du système 1, 2, 3. Donc, je veux apprendre un mot ou une phrase en anglais. On met le mot en contexte. Donc, il faut remettre le mot en contexte dans un film lorsqu'on est un penseur en film. Donc, il faut introduire le réel. Une tasse de thé, a cup of tea. Il faut qu'on sente, qu'on touche, qu'on ait envie de boire une tasse de thé. Et ce travail-là de construction d'une image proche de la réalité, les élèves qui étudient les langues ne le font pas. Alors, soit parce que le cours n'y invite pas, à ce moment-là, il faut faire le travail soi-même. Si le cours y invite, c'est très bien, mais il faut, quand ils étudient, qu'ils n'oublient pas de faire ça. S'ils ne le font pas, lorsqu'ils ont une compréhension à l'audition, les mots sont des mots en son et qui n'ont aucun sens. Tandis qu'il faut savoir qu'un penseur en mots, le son d'un mot porte sens. Donc, si on est penseur en film, bon, ça paraît inimaginable que quelqu'un puisse comprendre la phrase « le train entre en gare » sans imaginer un vrai train qui bouge et qui entre dans une vraie gare avec l'odeur de la gare et les bruits de la gare. Donc oui, donc c'est ça qu'il faut savoir. Un penseur en mots, il ne doit pas faire tout ce boulot-là. Il voit une photo d'un train qui a l'air d'entrer, donc en 2D, une image fixe, et il entend les mots dans sa tête et il a compris. Donc lui, il peut étudier les langues avec sa liste de vocabulaire. Mais un penseur en film, il doit ajouter le film. Et en ajoutant le film et en écrivant de nouveau, parce qu'écrire est un mouvement, il va améliorer ses notes en langue. Et ça, je le vois tout le temps. Donc, quand je donne la méthode, si on la suit, parce qu'il faut, bon, tout le monde ne suit pas non plus mais s'il la suit, il améliore ses points en anglais. Ça, c'est certain. Voilà. Bien sûr. Allez, une dernière chose, puisqu'on parle d'éducation, on parle d'école également. Comment imaginez-vous l'école de demain ? Dans mon rêve, c'est que on accorde une place aux penseurs en film. Que tous les professeurs, qui dans la plupart des cas ne sont pas des penseurs en film, parce que les bons élèves qui deviennent de bons professeurs sont de bons penseurs en mots, puisque c'est ce système-là qui est le plus proche de la pédagogie, et que ce soit connu, je vais dire même mondialement connu, et que partout on ait cette approche spécifique pour les penseurs en film, en ne leur disant pas, en leur donnant pas les mêmes conseils. Je vais vous donner un exemple. Rédiger un texte, c'est parfois quelque chose de très difficile pour un penseur en film, parce qu'il utilise inconsciemment les conseils qu'on lui a donnés à l'école ou en remédiation. Donc, c'est-à-dire qu'il se parle et il écrit ce qu'il se dit dans la tête. Et là, il est parti dans une phrase sans queue ni tête, il va expliquer la première partie de son exposé en détail, moult détails complètement confus, alors qu'en fait, puisqu'il est un penseur en film, il devait d'abord faire les films. Et pour chaque film, indiquer un mot-clé, pour chaque partie. Donc là, il a la structure de son exposé, parce que ce qui manque au penseur en film quand il écrit, c'est la structure. Et donc, rien qu'avec ce conseil-là, on améliore la rédaction. Donc, c'est pour vous dire que
dans l'école de rêve de demain, on donne des explications qui conviennent aux penseurs en film et on arrête de croire que tout le monde pense en mots et en images. Voilà, c'est ça mon rêve. Très bien, je vous remercie Chantal Weiser, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour ne plus ramer à l'école, un livre de Chantal Weiser aux éditions Desclés de Brouwer à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.